Chers auditeurs du Parti de la France, bonjour. Je me retrouve aujourd'hui dans le costume et à la place du présentateur habituel, notre cher Alexandre Inger, parce que c'est moi qui vais procéder à son entretien. Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Frédéric, alors cette fois-ci je me retrouve en tant qu'invité, donc ça va être un plaisir de répondre à vos questions finalement. J'ai l'habitude d'en poser, mais là je vais avoir l'exercice le plus difficile finalement entre les deux. Alors Alexandre, tout le monde sait, sauf ceux qui habitent dans une grotte, que depuis 2 ans et demi, vous occupez le poste de directeur de la communication du Parti de la France. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi cela consiste et quelles sont vos prérogatives dans ce domaine? Effectivement, oui, je suis délégué national de la communication depuis à peu près, je crois un an, pile un an, hein. Ça doit être septembre 2023, faudrait vérifier. Mars, l'officialisation, je crois que c'était mars, le congrès, mars 2024. Donc un peu moins. Et globalement, en quoi ça consiste? Ça consiste à être à la fois, j'ai envie de dire, avoir plusieurs casquettes, animateur d'émissions type radio sur Telegram, à la fois présentateur vidéo, pas comme aujourd'hui, mais plutôt comme d'habitude, et effectivement à être présent sur chaque vidéo, m'occuper du montage, de la logistique pour que les vidéos puissent se faire, donc tout ce qui est de l'ordre de la communication plutôt numérique, c'est-à-dire que pour les affiches, etc., je vais surtout m'appuyer sur mon adjoint. Donc c'est mon adjoint majoritairement qui fait les affiches. Il y a deux personnes qui font les affiches sur le Parti de la France, Thomas Dubar et Louis. Effectivement, on ne sait pas, enfin, l'auditeur moyen ne sait pas forcément ce qui se passe en coulisses. Hmm. Mais effectivement, vous faites bien de les nommer car sans eux, évidemment, vous ne pourriez C'est pas ça. être aussi opérationnel. Comme son nom l'indique de directeur, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que je dirige des gens, parce que c'est Thomas Joly qui dirige, mais j'ai des personnes avec moi et nous formons une équipe entière. Voilà, je ne suis pas seul, voilà, je suis celui qui présente. Voilà, on dirait plutôt un patron d'émission, on dirait. Alors, entre autres tâches, vous êtes responsable Mhm. et animateur vedette d'une émission qui cartonne depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est le fameux Forum Forum. du Parti de la France. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez élaboré et comment fonctionne ce vidéogramme en fait? Alors, c'est assez intéressant. Je crois qu'on est en mars 2022 à ce moment-là. Et globalement, je cherchais à militer, c'est-à-dire que j'avais déjà milité dans le passé à la cocarde étudiante, au Rassemblement national, bref, des différents mouvements plutôt orientés à droite. Et j'en avais un peu marre. J'en avais un peu marre surtout du Rassemblement national, donc j'ai arrêté de militer. J'ai vu qu'Éric Zemmour était venu plutôt se présenter non pas en tant que journaliste, mais en tant que candidat à la présidentielle, une nouveauté pour lui. Et moi j'avais un petit peu envie de militer, il est vrai, pour la cause, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je n'ai jamais rejoint Reconquête, c'est-à-dire que j'avais pas forcément envie de rejoindre Reconquête, mais j'avais pas envie de rester non plus les bras croisés. Donc en mars, j'apprends qu'un parti soutient Éric Zemmour, et ce parti s'appelle le Parti de la France. Donc, il faut savoir que je connaissais depuis quelques mois, quelques années Thomas Joly sur Facebook. Je le connaissais, voilà, j'aimais beaucoup ses posts. Donc en mars, je me rends au fameux congrès avec Éric Zemmour en mars. Et je discute avec le président et je lui dis, c'est ma première rencontre avec Thomas Joly, je lui dis, écoute Thomas, moi je sais faire plein de choses, tu veux que je fasse quoi, globalement? Tu veux que je fasse quoi? J'étais à l'audace, hein, on va dire, presque autistique comme approche, mais très audacieuse. Ça paye. Ça paye. Et 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé à animer pour la première fois, donc c'est vraiment fait en très peu de temps, les émissions du Forum du Parti de la France. Alors comment ça s'est fait? Thomas Joly voulait une émission hebdomadaire où on présente plus les cadres, parce qu'il était beaucoup mis en avant très logiquement parce que c'était le président, mais il voulait montrer qu'il avait beaucoup de cadres avec lui et que chacun de ces cadres était intéressant. Donc l'émission du Forum avait pour concept d'inviter un cadre, quelqu'un de relativement extérieur mais sympathisant du Parti de la France, et des questions d'auditeurs. Questions d'auditeurs qu'on a enlevées par la suite parce que ça allait un peu dans tous les sens. Trop d'excès, trop Peut-être qu'on était d'excès. érable, mais il y avait effectivement trop d'excès. On ne pouvait pas conserver dignement ce format dans cet état. Et globalement, il m'a proposé. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on se connaissait à peine, hein, pour rappel. Et il me dit, oui, est-ce que tu sais donner le micro à quelqu'un, donner la parole à quelqu'un, avec les droits d'administrateur? Je le fais. Est-ce que tu peux couper la parole à quelqu'un? Je le fais. Et il me dit, c'est bon, t'es prêt pour l'émission. Donc je lui dis, quand même, il faut animer une émission d'1 heure, tu connais pas forcément mes compétences, tu sais pas forcément si je suis des mêmes idées que toi, je sais gérer la technique, mais ça, c'est pas compliqué.
Et après, il m'a dit, oui, mais si c'est nul, de toute façon, je te virerai. Mais apparemment, il n'a pas trouvé ça nul, parce que ça fait maintenant plus de 110 émissions. Hein. C'est 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi, donc ça correspond à 110, 115. En continu. C'est très rare qu'il y ait eu des émissions. C'est très rare. Et vous avez d'ailleurs eu, toujours vous, hein, le concept, on peut dire génial, parce on va accuser d'être un cireur de pompe, mais quand même très original, du bistrot Liberté, du bistrot Du bistrot PDF, du Parti de la pardon, France. excusez-moi. Bistrot de la Liberté, oui, j'ai bien vu. Oui, alors bistrot du Parti de la France, globalement, c'est on invite 5 à 6 personnes et on boit et on discute pendant qu'on boit. Donc ça aurait été plus... Oui, c'est une émission qu'on aurait très bien pu faire, j'ai envie de dire, physiquement, mais bon, c'est un peu compliqué de se retrouver à chaque fois, on habite un peu partout en France, donc on le fait à distance. Mais c'est une émission qui est relativement appréciée. Déjà, de base, on parle avec très peu de filtres de base, je trouve. J'ai pas l'impression qu'on se modère beaucoup au Parti de la France, j'ai pas l'impression qu'on dise des choses qu'on ne pense pas. Pas le genre de la maison. Mais alors là, c'est encore pire. Mais Donc ça c'est une marche émission bien, attendue. cela dit, hein. Ça marche bien, ça marche bien. Mais du coup, comment on fait chaque semaine? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est assez rigoureux quand même. C'est-à-dire que chaque semaine, il faut trouver des invités qui soient pertinents, avec un thème pertinent. Je vais pas mettre des invités qui ne connaissent pas un thème, par exemple. Et moi, de mon côté, je m'occupe de tourner l'émission, de l'enregistrer et de la publier. J'ai quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Thomas, qui peut contacter pour moi certains invités quand, par exemple, soit j'ai pas le temps, soit j'ai déjà d'autres projets, j'ai déjà des vidéos à faire. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide, c'est un chargé de production, on appelle ça, qui permet la réalisation, cette rigueur chaque semaine, du forum du Parti de la France. Oui, c'est vrai que parfois on a tendance à sous-estimer ou tout simplement à ignorer en toute bonne foi le travail des personnes qui sont un petit peu moins sous les projecteurs que vous, mais sans ces personnes-là, on aurait tous du mal à ensuite pouvoir comment dirais-je, se montrer, on va dire. Oh, on est une Voilà. équipe, c'est ça, on est une Tout équipe. à fait. Alors, pour parler un petit peu plus terrain, parce que c'est important, je pense aujourd'hui, c'est incontournable d'être sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Bien sûr, Mais il y a aussi la présence terrain qu'il ne faut pas abandonner aux gauchistes. c'est clair. Et vous avez eu l'honneur, et j'imagine le plaisir d'être avec notre camarade et ami Pierre-Nicolas Nups, le fameux, d'être son suppléant lors fait. de la campagne électorale des législatives. Alors malheureusement seulement au premier tour, mais quel premier tour, puisque à la surprise générale, la liste de Pierre-Nicolas Nups et du Parti de la France a réussi à atteindre le score de 10%, ce qui est à peu près le triple ou le quadruple de la moyenne nationale du parti d'Éric Zemmour. C'est même x20. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est 0,6% national. Hein. Ouais, vrai on que est quand même sur c'est- du x20, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est mieux que pas mal. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter quelques anecdotes croustillantes? Bien sûr. Et ça, c'est sur la forme, et puis c'est sur le ton un petit peu de la bonne humeur, Mhm. hein, pour essayer de faire une émission sympathique. Et sur le plan, sur le fond, peut-être le côté un petit peu plus idéologique. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous espérez que ce score très surprenant peut envoyer comme message à la droite nationale, je vais dire des partis institutionnels? Alors comme maintenant Reconquête s'est réduite à peau de chagrin électoralement, par exemple au fameux cadre du Rassemblement national. Qu'est-ce que, voilà, c'est deux questions, côté terrain, humour, côté un peu plus idéologique. Après, il est vrai que humour, on s'est présenté avec le plus grand sérieux parce que mine de rien, il faut bien comprendre qu'on n'avait pas de kit de campagne. Donc pas de kit de campagne, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les mairies n'ont pas automatiquement par la préfecture les bulletins de vote. Donc il faut aller apprivoisonner, ça peut rien dire, qu'il faut approvisionner presque 1 millier de mairies quasiment. Plusieurs centaines, en tout cas c'est sûr, plusieurs centaines de mairies sur toute la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Donc ça représente quand même... C'est énorme. C'est énorme, c'est un boulot qui est monstrueux. J'ai été 1 semaine et demie à Nancy et on était quand même plusieurs voitures, on devait être au total 10-15, peut-être une quinzaine à peu près. Et toute la journée, pendant 7-8 jours, on a fait toutes les mairies et on a déposé les bulletins de vote à chaque secrétaire de mairie. Donc c'était un boulot qui était complètement monstrueux, on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas de kit de campagne, mais c'était nécessaire. Et faire 10%, ce qui est honorable, on l'avait dit, 0,6% pour Reconquête, faire 10% sans même kit de campagne, en étant un parti, je ne vais pas dire anonyme, mais beaucoup moins connu, il est clair, que Reconquête ou le Rassemblement national, c'est un grand élan d'espoir.
Comment est-ce qu'on a réussi à faire ces 10%? Tout d'abord, je pense que l'affiche a été pour beaucoup. L'affiche, vous savez, la fameuse «Donnons un avenir aux enfants bleus». Cette affiche, on l'a collée pendant notre campagne, et cette affiche a fait un bruit monstrueux. Elle avait déjà fait un buzz il y a quelques mois, mais là, c'était international. C'est passé dans tous les médias français, absolument tous, hein, RMC, BFM TV. Citez-moi n'importe quelle émission politique, à part Cyril Hanouna parce qu'il est en vacances, c'est dans cette émission. Et ainsi qu'une quinzaine de pays étrangers, comme la Belgique, même la Turquie, la Tunisie, le Royaume-Uni, une quinzaine de pays étrangers. L'Italie, qui je ont peux vous le l'Italie, confirmer parce que j'en ai entendu parler. Moi. tout à fait, l'Italie, une quinzaine de pays qui ont même diffusé et parlé de cette affiche. Donc, pour une circonscription de Meurthe-et-Moselle, quand même, on part de loin. 94 000 habitants, 56 000 votants. C'est quand même pas grand-chose par rapport à l'attention qu'a eu cette affiche. Donc cette affiche nous a permis de faire 10%, sachant que nous étions contre le Rassemblement national quand même. Rassemblement national qui bien sûr a chopé tous les voix de notre électorat potentiel, donc il y a eu 30% à peu près. Donc quel espoir cela donne? Ça signifie qu'en étant de droite authentique, plutôt que de chercher en permanence à se dédiaboliser, on fait des meilleurs scores. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, bien sûr, le Parti de la France a fait un meilleur score que Reconquête, parce que vous avez été authentique, mais le Rassemblement national qui se dédiabolise a eu un score bien meilleur, sur beaucoup plus de circonscriptions. Mais sauf que le Rassemblement national, à mon sens, ne se dédiabolise pas réellement, il se dénature. C'est-à-dire que je suis persuadé et je suis convaincu que les candidats du Rassemblement national ne sont pas de notre droite, ne sont pas de droite authentique et ne sont pas de notre ligne politique. Ils ne jouent pas un rôle. On entend souvent ce fantasme de notre milieu qui explique que le Rassemblement national fait semblant de s'adoucir, mais ouais, la taquilla, c'est ça, mais qu'une fois au pouvoir, ils vont devenir d'extrême droite à la Mussolini. Mais n'importe quoi, ça c'est un fantasme. Ce n'est basé sur rien d'autre. Donc, le Rassemblement national, pour moi, n'est pas un bon exemple. C'est un parti qui est devenu très centriste, donc il fait des résultats centristes. Reconquête est un parti de droite authentique, donc ils font partie, enfin de droite authentique, ils se sont un peu adoucis. Il y avait Éric Zemmour qui avait parlé avant le Trocadéro du ministère de la Remigration. Oui. Ça avait beaucoup plu, et depuis, plus un mot. On n'a plus entendu parler du ministère de la Remigration. Plus une seule fois. Donc Reconquête, c'est selon moi peut-être un peu adouci parce qu'ils se sont dit oula, avec ce qui se passe en Ukraine, avec les positions d'Éric Zemmour sur l'islam, etc., on va peut-être calmer le jeu. Et finalement, en calmant le jeu, le parti est maintenant à l'agonie. 0,6%, il faut quand même s'en remettre. Hein. C'est une dette immense. Sachant que Marion Maréchal est quand même parti avec la plupart des revenus, on va pas se mentir, avec énormément d'argent. Et Marion Maréchal est parti avec quasiment toutes les pages Facebook et avec la chaîne YouTube d'Éric Zemmour. Et vous rechercherez la chaîne YouTube de Reconquête, elle n'existe plus maintenant, c'est Marion Maréchal qui la tient. Et mine de rien, c'est 400 000 abonnés, hein. C'est quand même une vitrine très importante pour l'implication sur les réseaux sociaux. Donc pour en revenir sur votre question qui quand même pousse plus sur le terrain que sur les réseaux sociaux, même si les deux sont étroitement liés, il ne faut pas les distinguer, ça montre quelque chose. Si vous êtes de droite authentique, c'est pas compliqué de faire une liste. Ça demande beaucoup de boulot, bien sûr, ça demande beaucoup d'investissement. Mais faites la liste, parce que les gens vont préférer quelqu'un de droite authentique que quelqu'un qui fait semblant de l'être. Qui va mentir sur ses idées. Donc moi, je vous conseille très sincèrement, effectivement, de rejoindre déjà le Parti de la France si vous ne l'avez pas fait, ou si vous êtes dans une structure analogue, ou vous voulez créer une structure analogue, je sais pas, soyez fiers de ce que vous pensez, et affirmez vos pensées haut et fort, parce que sous un malentendu, ça peut marcher. Nous, on a fait 10% aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans? C'est pas notre premier, c'est pas notre premier ni notre dernier score honorable aux élections. Moi, je compte bien à ce que chaque élection fasse 10% minimum à chaque fois. On va se donner les moyens pour. La communication, elle est pour ça. Comme disait Jean-Marc dans une de ses formules que j'adore, les électeurs vont préférer l'original à la copie. Voilà, oui, tout à fait. Donc, effectivement. Alors, pour revenir un petit peu à la partie technologie, justement, vous maîtrisez très très bien, je le sais, la communication digitale. Oui. Et qu'est-ce que peuvent apporter toutes ces nouvelles technologies, justement? Expliquez ça, essayez de convaincre un vieux briscard comme moi qui avait encore il n'y a pas si longtemps un magnétoscope. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter politique?
Sachant que moi-même, je pense que c'est complémentaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner le terrain, mais effectivement, Les deux sont... tout ce qui est novateur peut être le bienvenu. Ah oui, oui, tout à fait, les deux de toute façon sont indissociables, c'est deux poumons qui marchent ensemble. Si on n'a que le poumon droit ou que le poumon gauche, à un moment on va avoir du mal à respirer, et essayer d'exister en ayant du mal à respirer, c'est pas forcément évident. Donc je vous conseille d'avoir les deux poumons. Vous le savez pas forcément, mais je prépare un master en communication digitale, donc pour le coup on peut dire que c'est un peu, j'ai envie de dire, ma branche. Alors la communication digitale, elle est nécessaire, surtout pour notre mouvement, je vais rester sur la politique, parce que notre mouvement est, selon moi, trop invisibilisé sur des médias tels que la télévision et la radio. C'est-à-dire que oui, notre affiche a fait beaucoup parler d'elle, sauf qu'on ne nous a pas invités pour qu'on parle de notre affiche. On a parlé de notre affiche pour dire « Ah, regardez, quelle affreuse affiche ! L'horreur, quasiment le nazisme !» Je l'ai vraiment eu, les heures sombres de notre histoire. Moi, je pensais que c'était une blague, les heures sombres de notre histoire, mais les journalistes, quand ils m'ont parlé de l'affiche, ont vraiment employé cette expression. C'est une expression que des gens emploient au premier degré. Les Ouais. heures sombres. Ça me Ils fait sont rire. tellement, tout est tellement, je dirais, c'est du mâché-collé hein, de la part de ces Hmm. gens-là. Et ils se cassent pas trop la tête pour trouver des formules, donc ils ont dû pêcher ça dans des formules consacrées. Je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, et d'ailleurs Marine, lorsqu'elle a pris sa succession, elle n'avait pas encore rompu radicalement avec son père, disait souvent que son père avait un mode de communication, faisons parler de nous. Et elle, Hmm. justement, elle pensait qu'il fallait faire un peu plus profil bas. Elle l'avait dit ouvertement, hein, j'avais apprécié son honnêteté. À l'époque, c'était en 2010-2011, hein, 2011, ouais. bien avant l'exclusion de 2015. Et donc voilà, vous faites vôtre également cette doctrine. Oh, Donc, je suis à l'opposé de ce que pense Marine Le Pen. doctrine de Jean-Marie Le Pen. Ah oui, Jean-Marie Le Pen a raison, mais de toute façon, j'aime beaucoup le rappeler, le premier parti politique en France à avoir fait un site internet, c'est le Front National. Comme quoi. C'est le Front National. C'est Jean-Marie Le Pen qui a initié cela. Et ça, c'est super important, effectivement, parce que comme je le disais, les médias parlent de nous, mais quand ils parlent de nous, ils ne nous laissent pas forcément la parole. Et quand ils nous laissent la parole, on va dire que bon, il faut vérifier derrière s'ils ne traficotent pas un peu au montage pour enlever nos propos pertinents ou mettre en avant des choses qu'on ne voudrait pas forcément mettre en avant parce qu'ils déforment nos propos. Bref, la magie du montage et la magie des médias, quoi. Donc puisque les médias ne nous laissent pas le terrain que nous méritons, il est important de s'imposer sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on n'est pas dans le buzz, on n'est pas dans le clash, on n'est pas dans la télé-réalité, c'est vrai. Mais sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus authentiques que même dans la rue, finalement. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des pseudonymes. Sur les réseaux sociaux, on se pense en sécurité car nous sommes anonymes. Donc par conséquent, les gens ont tendance à plus se lâcher. Donc ce que les gens vont chercher sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que sur la télé. Parce que si les personnes cherchaient du contenu télévisuel, ils iraient sur la télé, ils n'iraient pas sur les réseaux sociaux. Donc un discours comme le nôtre, qui est assez radical, authentique et assumé, est bien évidemment beaucoup plus apprécié par ces personnes qui traînent justement sur les réseaux, plutôt que par le téléspectateur lambda de BFM TV ou de CNews. Moi, j'ai aucun problème contre CNews, hein, je regarde de temps en temps. Mais c'est vrai que la tranche d'âge, on va dire 50, 60 ans, des personnes qui regardent beaucoup la télévision, seront, je pense, à mon avis, moins réceptifs à notre discours radical qu'une jeunesse qui n'a pas envie de voir son avenir dans une France pareille. Je ne veux pas dire que les gens de 60 ans, c'est fait, leur vie est faite, c'est pas vrai, c'est pas ce que je dis, bien évidemment. Mais quand on a 20 ans, on a envie de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer 50 ans dans une France, même 60 ans, dans une France LGBT, dans une France africaine, dans une France maghrébine, islamiste, tous les fléaux finalement que l'Occident connaît. Moi je pense que non, et cette fermeté que nous proposons, cette radicalité, ça vient de radicalis du latin, ça veut dire qui est rattaché à la racine, elle est nécessaire pour rappeler les fondamentaux et pour rappeler que le cadre sécuritaire, protecteur que proposait la France autrefois existe encore, qu'il y a encore certaines familles catholiques qui sont attachées à leur tradition, qu'il y a encore certains mouvements qui sont attachés à la France, pas forcément, j'ai envie de dire, ultra-républicaine. Vous voyez, parce que la France, c'est quand même 1500 ans, 1600 ans, c'est pas, voilà, ça n'a pas été créé en 1789. Donc c'est un discours qui est rassurant. Pour moi, c'est pas du tout un discours haineux. Vous savez, quand on m'avait parlé de l'affiche, je crois que c'était Actu Lorraine, donc un journal local où je me suis présenté avec Pierre-Nicolas Nups, le journal Actu Lorraine m'a dit « Ouais, cet enfant blond aux yeux bleus, vous ne trouvez pas ça logique que la population fasse le lien entre cet enfant et les jeunesses hitlériennes ?»
Ah oui, carrément, hein, carrément, elle a pas mâché ses mots. Et moi, je lui ai répondu, bah écoutez, si quand vous voyez un enfant blond aux yeux bleus, vous voyez la jeunesse hitlérienne, c'est tout aussi stupide que de dire que lorsque vous voyez un maghrébin, vous voyez un terroriste. Est-ce que vous oseriez le dire? Vous voulez répondre quoi derrière? Ouais, Non. faut assumer ses propos. Je me suis pas dit, ah mince, je m'en suis pas rendu compte, je suis vraiment désolé, on va changer la fiche parce que j'avais pas pensé que l'amalgame pouvait être fait. Ce que font beaucoup ce que fait parfois le Rassemblement National. Alors parfois ils disent, je me rappelle, c'était le 9 juin. Vivement le 9 juin à Tulle. À Tulle, vous savez, c'était là où il y avait les pendus du 9 juin. Il y a les responsables locaux qui ont dit ah mais non, mais quelle horreur, on voulait pas faire le lien, etc. Et bien évidemment, on voulait pas faire le lien. À un moment, il ne faut pas se rabaisser à répondre à des personnes qui sont de mauvaise foi et qui sont extrêmement malveillantes envers vous. Il faut les envoyer bouler en leur répondant encore pire quelque part. Voilà, il faut les remettre à leur place. D'ailleurs, vous qui êtes un homme de communication, vous avez constaté comme moi que lors de cette campagne entre deux tours, où c'est vrai que le Rassemblement national était vraiment sous Mhm. le feu médiatique, et où tous les coups tordus ont été permis, Oui. vous avez vu que finalement, les cadres du Rassemblement national n'ont pas arrêté une seule seconde de s'excuser. C'est même pas de s'expliquer, parce que je dis toujours que s'expliquer, c'est s'excuser. Mais là, ils s'excusaient tout de suite. Ouais. Et bon nombre, alors parfois, c'était des gens qui commettaient des bourdes, mais c'était vraiment de la maladresse pure. Hein. Je suis pas raciste, mon ophtalmo est juif. Hein, Oui, rappelé, oui, c'est. cette formule, je suis pas raciste, mon chien est noir. Je me rappelle, Thierry oui, Leluron. Voilà, mais il y a également quelqu'un qui avait pris la défense de Jean-Marie Le Pen, tout de suite, quelle horreur, purgé, viré. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais Donc, c'est fou. cette brave dame qui avait dit je suis pas antisémite, mon ophtalmo est juif et je suis pas raciste, mon dentiste est musulman. C'est ça. Moi, je dis que c'est une brave dame. Pourquoi? Parce que en fait, les médias ont repris ces propos qui sont assez drôles. C'est un peu comme Nadine Morano qui dit j'ai une amie tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. En réalité, c'est hilarant. Mais ce que cette brave dame voulait dire, c'était qu'elle n'était tellement pas raciste et antisémite qu'elle confiait sa propre santé, quand même, parce qu'on parle d'ophtalmologie et de dentition, elle confie sa santé à des personnes issus de l'immigration ou juifs. Donc ce qu'elle voulait dire par là, c'était certes maladroit, mais c'était bien intentionné, quelque part. Je préfère quelqu'un qui dit quelque chose de bien intentionné, mais de manière maladroite, que l'inverse. Ça, il n'y a pas photo. C'est-à-dire quelqu'un de mal intentionné, mais qui le fasse bien. Donc, On en a un paquet comme ça, hein, au gouvernement. grand malheureusement, les candidats locaux, quand je dis locaux, j'entends législatifs aussi, par circonscription, du Rassemblement national, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas préparés. Ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais. Non, mais ils sont très mauvais. Mais pourquoi ils sont très mauvais? Pour deux raisons. Déjà, en même temps, faut être honnête, former 577 candidats en très peu de temps, parce que c'était pas prévu que l'Assemblée nationale soit dissoute, c'est excusable. Mais pourtant, on retrouve cette incompétence aussi aux élections régionales, avec Mélanie Fortier notamment, aux élections départementales, etc. Il y a énormément de cas où on voit que les candidats du Rassemblement national sont mauvais. Mais la réponse, elle est très simple. Les gens bons ont été virés. Les gens compétents, les gens qui savent ce qu'ils disent ont été virés. On a gardé les teuteux qui ne posaient pas vraiment de problème, parce qu'ils sont un peu superficiels, ils sont un peu mauvais, ou alors ils couchent pour avoir des places, mais ça c'est autre chose. On a gardé ces gens-là, et ces gens-là sont absolument incapables de répondre correctement face à un journaliste. Ce sont des parlementaires qui ne savent pas parlementer, voilà, et ce sont des personnes qui prétendent vouloir changer la loi sans la connaître. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une catastrophe. Mais pour revenir quand même sur votre question, parce que j'entends bien que je digresse un petit peu par rapport aux candidats qui s'excusaient et qui se justifiaient, mais c'est parce qu'ils ont peur de la patronne, ils ont peur de la poissonnière. À un moment donné, quand vous êtes candidat du Rassemblement national, et je vais peut-être dire une petite exclusivité, je vais pas donner de nom parce que ça ne se fait pas forcément, mais j'ai beaucoup travaillé avec le conseil régional quand j'étais au Rassemblement national, et il y avait notamment un conseiller régional que j'aime beaucoup, dont je ne donnerai pas son nom. Son nom a été cité dans un livre de Sophie Montel, et Sophie Montel a cité tout le monde. Je ne veux pas faire du localisme, mais c'est intéressant parce que ça touche le national en réalité. Cet homme est allé voir Sophie Montel pour lui dire « Ton livre, j'apprécie pas ce que tu dis sur moi ». Il y a un de ses collègues, donc quelqu'un du Rassemblement national, qui le prend en photo avec Sophie Montel et qui l'envoie à Marine Le Pen en disant « Regarde, il parle avec Sophie Montel ». Évidemment, Marine Le Pen, en hystérie, vous imaginez bien, a essayé de le faire virer de toutes les élections. Donc, quand vous êtes candidat au Rassemblement national, vous avez quand même cette pression constante de vous dire à tout moment, je peux me faire piéger par certains collègues pour qui s'attirent les bonnes grâces de Marine Le Pen. Vous voyez? Donc peut-être qu'ils s'excusent aussi par rapport à ça, je ne sais pas, hein, peut-être que je spécule. Mais à un moment donné, c'est tout à fait normal d'être paranoïaque quand on est dans un parti où le moindre faux pas, avec de gros guillemets, peut nous mener à une fin de carrière. Je suis bienveillant, je ne recrache pas dessus. Non, mais vous faites bien de
contextualiser la chose. Alors ça me permet de rebondir sur deux choses. Première chose, effectivement, oui, l'incompétence de certains candidats du Rassemblement national n'est plus approuvée. Mhm. Cela dit, si les médias allaient farfouiller dans les poubelles des autres partis, notamment La République En Marche, qui est quand même le parti présidentiel, je suis persuadé qu'on dénombrerait dans n'importe lequel des autres partis tout autant de candidats tocards ou farfelus. C'est juste qu'évidemment, ces journalistes et boueurs, avec tout mon respect Pour les éboueurs. voilà, mais ne fouillent que là où on leur demande de fouiller. Bah Voilà. oui, c'est amusant de dire ah, regardez, le Rassemblement national, ils sont toujours racistes. Oh, regardez, c'est toujours les nazis, les fondateurs du parti, alors qu'il y avait des résistants, mais ça on ne précise pas. Donc c'est toujours rigolo, enfin, c'est amusant pour eux. Eux, ils s'amusent de ça. Ouais, puis bon, c'est tellement facile. C'est et facile, tellement c'est ça. convenu, C'est comme, les journalistes, enfin, les humoristes qui se moquent de Zemmour. Oui. Ça c'est plus vole très facile. haut. Hein. C'est plus facile. D'ailleurs, oui, ce que vous dites par rapport à cette terrifiante quand même anecdote bourguignonne, Oui. finalement, ça veut dire que vous faites presque l'amalgame entre le Rassemblement national actuel et un parti stalinien finalement, ou en tout cas de l'après-guerre dans le bloc de l'Est. Quoi. C'est un parallèle que je ne ferai pas personnellement. Mais comme je le disais tout à l'heure, le Rassemblement national est devenu un parti du système à part entière et du système centriste. Et en l'occurrence, tous les partis du système fonctionnent comme cela. Mais là, il y a quand même un culte de la personnalité Oui, qui parce que va vu qu'ils au-delà sont... des autres partis de C'est droite vrai. molle. C'est vrai, mais parce que, étant donné qu'ils sont plus persécutés par les médias, ils vont être beaucoup plus exigeants avec leurs propres militants. Enfin, exigeants. Abusifs, plutôt. Abusifs avec leurs militants. Et vous savez, il y a quand même des cadres du Rassemblement national qui sont littéralement payés pour surveiller leurs propres militants sur les réseaux sociaux, voir s'ils sont pas un peu trop à droite. Oui, c'est de la surveillance permanente. Donc peut-être que c'est ça qui vous fait penser à l'URSS. Je suis tout à fait d'accord. Après, je pense pas que Marine Le Pen irait jusqu'à tuer ses collaborateurs, c'est le pouvoir. Ça, je ne pense pas. Politiquement. Ah bah elle le fait très bien déjà. Voilà. C'est dans ce sens-là que je comparais au petit père des peuples. D'accord, j'entends. Alors, justement, parlant de structure politique... Staline était plus de droite qu'elle. Ah oui. Ah bah... À voir. Ils n'ont pas le même rapport à l'homosexualité, les deux, déjà. Je questionnerai notre camarade et ami Scipion, et spécialiste d'histoire du Parti de la France. Avec grand On plaisir. va faire un petit parallèle là-dessus. Concernant justement le parti politique, vous êtes donc de façon très je dirais, tout entière, engagé donc au sein du Parti de la France depuis 2 ans et demi. Donc on parle beaucoup du Parti de la France aujourd'hui. Quel centrisme, c'est normal. Mais dites-moi, lorsque vous avez décidé de vous engager vraiment dans la politique, Oui. c'est vrai que le nombre de mouvements politiques hors Rassemblement national et Reconquête qui venaient de naître sont pléthores dans notre mouvance. Qu'est-ce qui a fait que, sans forcément dénigrer les autres mouvements, qui, pour la plupart, on collabore avec. Voilà, on a d'excellents rapports avec la plupart d'entre eux. Oui. La preuve, puisqu'il y a beaucoup qui ont été à notre Benedetti est place déjà venu actuelle. ici, oui, il Voilà, n'y a pas de problème. donc Yvan, oui, forcément, mais d'autres aussi. Mais qu'est-ce qui a fait spécifiquement Le parti. que vous avez choisi, le Parti de la France, vraiment, vous avez choisi ce mouvement-là pour militer? Je me revendique, on va dire, de droite depuis que j'ai 11 ans à peu près. Et pourquoi ? Parce que j'ai découvert avec Internet Jean-Marie Le Pen. Beaucoup sont de droite avec Soral. Moi, c'est pas forcément mon cas. L'algorithme m'a proposé Jean-Marie Le Pen. Je m'en plains pas, clairement. Mais oui, Jean-Marie Le Pen, on va dire, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup pour sa justesse, pour sa précision, et pour tout l'apport qu'il pouvait me faire, puisqu'à cet âge-là, évidemment, j'avais très peu de connaissances, mine de rien, du monde politique. Donc, logiquement, j'ai rejoint le parti qui se revendique, et qui se revendique justement, d'ailleurs, du canal historique du Front National. C'est-à-dire le vrai parti de Jean-Marie Le Pen, quelque part, aussi bien dans sa camaraderie, beuverie parfois, mais ça fait partie du charme, et évidemment sur sa ligne idéologique. Si vous voulez, moi j'ai rejoint le Parti de la France parce que je trouvais que c'était le plus juste. Je vais essayer de parler sans vouloir dénigrer bien évidemment les autres partis, parce que vous l'avez dit, c'est pas le but. Et puis en plus, on a un très bon rapport avec eux. Pour la mais avec du recul, parce que maintenant j'ai le recul, j'ai 2 ans et demi derrière moi, 2 ans et demi d'expérience, donc j'ai le recul de me dire, est-ce que j'ai bien fait, oui ou non, de rejoindre le Parti de la France ? La réponse est oui. Quand je lis les commentaires YouTube, parce que je lis tous les commentaires, sachez-le,
Il y a un commentaire qui revient souvent, pas d'une seule personne, d'un petit groupe de personnes, qui m'explique que mon parti n'est pas crédible, donc le Parti de la France n'est pas crédible, parce que bien que les idées soient très bonnes, on ne parle pas, par exemple, des chemtrails. Par exemple, on ne parle pas de... Vous savez ce que c'est ou pas? Je cherche, C'est une là. théorie du complot qui Ah, quelle explique... horreur. Voilà, mais non, mais une vraie théorie du complot cette fois. Pas le grand remplacement, vraiment une théorie du complot qui explique que les traînées de condensation qu'il y a derrière les avions, c'est en fait un produit chimique qui viserait soit au choix à empoisonner la population, soit à lutter contre le réchauffement climatique, soit à contribuer au réchauffement climatique. Et à boire et à manger. Ouais. Donc, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait de rejoindre le Parti de la France, parce que le Parti de la France ne tombe pas dans l'idéologie irrationnelle. Je peux comprendre les gens qui ont des, voilà, qui sont ferveurs, qui sont croyants des théories du complot. Parce que déjà, il y a des théories du complot qui sont plus ou moins vraies. Le grand remplacement, si c'est une théorie du complot, bah, je suis désolé, c'est vrai. Voilà, le complot, il a abouti. Hein. Concernant le vaccin Covid, il y avait beaucoup de théories du complot. Bon, bah, il s'avère que nombreuses ont été quand même plutôt vraies. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on appelle théorie du complot. Bien évidemment, il faut Il y a faire une la part des choses. hiérarchie. Je pense qu'il y a une hiérarchie. Il y a deux erreurs à faire avec les théories du complot. C'est soit en voir partout, soit n'en voir nulle part. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui fait du sens. Donc en soi, je n'ai rien contre les personnes qui sont ferveurs de ces théories du complot, dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, la Terre plate. La Terre plate, c'est une théorie du complot. La NASA nous ment, etc., etc. Mais là où j'ai un problème, c'est quand on en fait un combat politique et qu'on néglige tout le reste. Bon, c'est un problème. Au Parti de la France, si ça se trouve, je ne sais pas, mais ça se trouve, il y a des personnes qui ne croient pas en l'alunissage de 1969. Mais est-ce qu'ils le revendiquent? Est-ce qu'ils en font un combat politique? Ou un programme électoral. Ou un programme électoral? Non. Non, donc ça me dérange pas. Même s'il y en avait, ça me dérangerait pas. À partir du moment où on me dit le Parti de la France n'est pas crédible parce que vous parlez pas des chemtrails, c'est que vous êtes payé par l'État sioniste et par les flics. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai bien fait de pas rejoindre... Voilà, j'ai bien fait de pas rejoindre ces dingues, quelque part. Donc non, j'ai vraiment bien fait de rejoindre le Parti de la France. Je m'entends extrêmement bien avec l'équipe et le président qui m'a beaucoup accompagné dans mon apprentissage politique, parce que je reste jeune, hein, j'ai 25 ans, je ne sais pas si on l'a dit dans l'entretien, mais j'ai 25 ans, donc je suis toujours en apprentissage, hein, je suis toujours apprenti quelque part, je suis toujours en stage, on va dire. Donc 25 ans et demi demain d'ailleurs. 25 ans et demi, alors pas demain, parce que bah, la vidéo n'est pas tournée, n'est pas diffusée au même moment qu'elle est tournée, mais tout à fait, c'est mon demi-anniversaire le 8 septembre, donc je suis né le jour de la journée de la femme, instaurée par Lénine, Ouhou. Au moins ça m'arrange, pour moi il n'y a pas de journée de la femme, c'est mon anniversaire, donc ça m'arrange. Il y avait aussi des défauts. Hein. Oui, ouais, pour moi c'est un défaut. Mais... Il n'y avait que des défauts alors. Il n'y a que des défauts. Mais du coup, oui, pour répondre précisément à votre question, le Parti de la France est le parti le plus rationnel, le plus juste et le plus, j'ai envie de dire, rigoureux sur son idéologie et qui ne tombe pas dans la théorie du complot. Je tiens quand même à rajouter que si les théories du complot sont aussi nombreuses, diversifiées et qu'elles sont aussi importantes, si elles ont autant d'ampleur, c'est aussi parce que nous sommes dans un état un peu particulier, dans le sens où je ne pense pas que cette théorie du complot existerait dans un état qui serait bienveillant et transparent, ou même juste bienveillant. Si l'État nous voulait du bien, les personnes ne tomberaient pas dans autant de paranoïa. Ça me paraît évident. C'est parce que l'État nous veut quand même... Pour moi, l'État est malveillant envers nous, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais pour moi, l'État est malveillant envers les Français et envers les Blancs. Donc c'est parce qu'il est malveillant que les personnes se méfient, peut-être un peu excessivement, mais c'est justifié, selon moi. Voilà, après, oui, effectivement, tout ce qui est théorie du complot, ça vient forcément de quelque part. Oui. Il y a des choses qui sont forcément fondées. Après, il y a une hiérarchie aussi. Hein. Vous avez cité quelques-unes et il y en a auxquelles moi-même je vais adhérer et d'autres je vais pouffer. Il y a quelques quelques semaines plutôt, il y avait Neo Salva qui est passé sur Legend pour parler de la Terre plate pendant 2 h 30. La vidéo a fait 3 millions de vues. C'est énorme, c'est énorme. Non, c'est énorme. 3 millions de vues, on en rêve. C'est gigantesque, ouais. C'est gigantesque. Bon, c'est dommage que ce soit pour la Terre plate, quoi. Mais Neo Salva et moi, on parle régulièrement et je le respecte. Je lui ai jamais manqué de respect. Je veux pas que cette vidéo donne l'impression que je dénigre les gens qui croient en théorie du complot, c'est pas ça. Mais ne négligez pas ceux qui n'y croient pas, parce que vous tuez votre combat politique. Oui, non, enfin, le fameux, existe-t-il, mais le fameux juste milieu. Mais voilà, il ne faut pas non plus en faire une religion. Certains en font. D'ailleurs, en parlant de religion, je me souviens, lorsque j'ai eu le plaisir de vous rencontrer la première fois, si j'ai bonne mémoire, et croyez-moi, je l'ai, vous décriviez, je ne dis pas vous fanfaronniez ou vous vantiez, parce que vous saviez où vous mettiez les pieds, mais vous décriviez comme athée. Oui. Entre-temps, puis vous l'avez dit d'ailleurs lors de votre entretien avec Florian Rouanet. Oui. Et là, ensuite, je constate que 2 ans et demi après, vous êtes sur le chemin, enfin, vous définissez clairement
comme catholique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà le déclic, qu'est-ce qui s'est passé pour parler vulgairement, et puis ensuite tout le cheminement, je dirais, spirituel, moral, et puis on va dire concret, c'est-à-dire les faits actuels. Bah, vous avez fait une très belle transition d'abord sur la religion, donc vous êtes un très bon présentateur Merci. en cela. En herbe. Très très bien, c'est très très bien. J'ai du souci à me faire. Et, et pour répondre sérieusement à la question, parce que c'est une question qui est tout à fait sérieuse, effectivement, il y a 2 ans et demi, quand on me posait la question si j'étais croyant ou non, je répondais que non, je répondais que j'étais athée, pas agnostique, hein, c'est-à-dire que je ne doutais pas, c'est-à-dire que je pensais que Dieu n'existait pas, j'étais convaincu de cela. Et je voyais difficilement comment il était possible de croire en Dieu même, d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. Aujourd'hui, je vois difficilement comment on pourrait ne pas y croire. Donc, je vais expliquer ce cheminement qui est quand même assez rocambolesque, puisque c'est un changement qui paraît radical. Tout d'abord, en introduction, j'aimerais quand même faire taire certaines rumeurs qui expliquent que c'est une instrumentalisation politique, que c'est par intérêt politique et de la droite nationale que je me serais converti. C'est une bêtise monumentale. J'ai toujours milité en étant, comment je pourrais dire, authentique dans ma foi. Et même lorsque j'étais athée au Parti de la France, ça ne m'a pas empêché de monter. J'étais complètement athée quand je suis passé de simple adhérent à délégué national de la communication. J'ai pas eu besoin de me convertir pour monter, donc je vois pas l'intérêt politique que j'aurais eu à me convertir. D'autant plus, Alexandre, que nous ne sommes aucunement un parti confessionnel. Confessionnalisme, bah oui. Nous revendiquons haut et fier, haut et fort, les racines, enfin l'appartenance de la France au catholicisme. Hein, pour moi, ce sont 2 choses indissociables. Oui. Mais nous ne sommes aucunement un parti confessionnel, sans les dénigrer, comme nos amis de Civitas, par exemple. Tout à fait. Il y a plusieurs athées dans nos cadres. Voilà, donc vous auriez, peut-être même quelques paganistes. Calcul politique à le faire. Non, sinon, vous seriez affiché dès lors comme catholique. Dès le début, vous voilà. auriez fait une sorte de Sage ou de Wikipédia ou catholicisme pour les nuls, et ça aurait peut-être pu marcher avec la plupart des cas. Donc, cette accusation me semble absurde, mais bon, vous savez, les haineux sont partout. Hein. Et malheureusement, certains le pensent. Et bon, je vais expliquer. Ils pensent aussi que la NASA, etc., a fait, oui, tout à fait, la déformation de la Terre sur les photos, etc., les chemtrails, la harpe, etc. Il y a plein. C'est les mêmes. On pourrait passer. On vous a reconnus. Les ovnis, les Roswell extraterrestres, enfin, bref, on pourrait tous les faire. Hein. Roswell, ouais. Exactement. Oui, Roswell, j'ai dit Orwell, pardon. Roswell, tout à fait. Ça ressemble. Loch Ness aussi. Loch Ness, oui, tout à fait. Non, pour répondre sur la question religieuse, je vais raconter comment je me suis converti, et peut-être que cela pourra convaincre les sceptiques qui pensent que je me suis converti par intérêt, que c'est une conversion qui est tout à fait sincère. Tout commence le 23 octobre 2022. Il faut savoir que moi, je ne connais pas mon père. Je ne l'ai jamais rencontré, sauf ce jour-là, justement, le 23 octobre 2022, où ça s'est très mal passé. Complètement alcoolique, il me reconnaît pas. Alors comment je l'ai reconnu, c'est parce que ma mère m'a envoyé une photo de lui 10 jours plus tôt, en me disant il y a un autre de ses fils qu'il n'a jamais connu qui a publié cette photo sur Facebook. Ce qui fait que c'est mon demi-frère finalement, que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est formidable. Et par conséquent, 10 jours plus tard, je le reconnais qui rentre dans un bar. Petite anecdote d'ailleurs, c'est le bar où se sont rencontrés mes parents il y a 30 ans, 25 ans. C'est presque un scénario de cinéma. Ah mais j'en ai conscience que ça paraît gros, hein, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai, c'est ça qui est assez amusant. Et puisqu'il est complètement alcoolique notoire, il salue tout le monde. Quand, vous savez, les ivrognes, quand ils rentrent dans un bar, ils saluent tout le monde, ils festoient un peu. Et moi, je voulais pas lui dire bonjour lorsqu'il est venu vers moi. Et il m'a demandé pourquoi. Bah oui, je l'ai reconnu. Moi, je lui ai dit non, je lui ai pas bonjour. Du coup, il voulait se battre avec moi. Il m'a dit bah viens, on va dehors, on va se battre. Quelle violence. Du coup, je lui explique que je vais pas me battre contre lui. Et du coup, je lui explique la situation. Donc il me renie complètement, ça se passe pas très bien, et c'est la première fois que je rencontre mon père, et je m'attendais pas à le rencontrer, et je voulais pas le rencontrer, donc c'est vrai que c'est une situation assez compliquée. Par conséquent, je rentre chez moi, et sur le chemin du retour, j'entends un chat miauler au loin, parce qu'il était coincé dans un grillage. C'est pas Tina ? C'est Tina. Oh, je mettrai des photos sur la vidéo. Si, c'est Tina. D'accord. Et globalement, ce chat, je le libère, et ce chat me raccompagne jusqu'à chez moi. J'essaie de lui expliquer que bon, c'est pas sa maison, il faut qu'il parte. Il veut pas. Il se fait attaquer d'ailleurs par tous les chats sur le chemin parce que j'ai un quartier où il y a beaucoup de chats. C'est peut-être des chats antifa. Des chats antifa. Comme vous discutiez, les chats discutaient avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chats du quartier ne s'attaquent pas entre eux parce qu'ils se connaissent. Et lui, visiblement, il le connaissait pas parce qu'ils ont tous essayé de l'attaquer. Du coup, donc je l'ai protégé. Le tribalisme, les chats, ça existe. Ça existe, ah oui, bien sûr. Chez tous les animaux. Hein. Sauf apparemment l'être humain occidental.
c'est parce qu'on l'a déconstruit. Donc le chat rentre chez moi, je mets dehors en lui disant qu'il faut partir, il reste 2h30 devant ma porte, bon bah moi je le laisse rentrer, et ce chat il dort sur moi et il passe la nuit là, il est super gentil, il m'aime d'une affection presque infinie, et encore aujourd'hui il continue à me suivre partout. Donc je l'emmène chez le vétérinaire le lendemain matin, et on se rend compte que le chat n'est ni pucé, ni vacciné, il a à peu près 6 mois, donc un âge idéal pour un abandon, je ne veux dire pas du tout, pour une adoption. Il y a beaucoup de défenseurs des animaux. Bien sûr. Alors, j'ai jamais compris forcément le lien, mais dans les mouvances, il y a beaucoup de défenseurs des Oui. animaux. Donc, rassurez-vous, Alexandre et moi sommes comme vous. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourrait débattre de ça, mais moi, je trouve ça pas normal que l'abandon soit payante en SPA. Parce que du coup, ça encourage les personnes qui veulent abandonner leurs animaux Ça en traître. en faire ça en traite. Donc pour moi, c'est pas normal. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait garder pour une autre vidéo. Et du coup, globalement, ce chat, je l'adopte, je m'occupe de ce chat, etc. Et qui tombe donc le même jour que la rencontre avec mon père. Et puis plusieurs mois plus tard, à peu près juillet, août de l'année 2023, je me pose et je me dis, bon, à un moment, est-ce qu'il est plus probable que ce chat soit un lot de consolation, une preuve d'amour quelque part, parce que ce jour si particulier qu'un chat de 6 mois qui n'appartient à personne ne demande qu'à être adopté et surtout est super affectueux avec moi sans aucune raison finalement, ça soit le fruit d'un cadeau ou le fruit d'un hasard pur. Bon, je me dis, je suis convaincu personnellement que ce n'est pas le fruit d'un hasard pur, donc si je veux être honnête intellectuellement, l'histoire de l'univers, vous savez, la constance de l'univers, les constances de Planck, la thermodynamique, le Big Bang, la précision, le réglage fin de l'univers, si vous voulez, des choses bien plus improbables, mais 1 milliard de fois plus probables que l'histoire de mon chat, ça aussi, ça ne peut pas être l'issue d'un hasard pur. Et donc, avec cette corrélation, je me suis mis à croire en Dieu. Ça a été le déclic. C'était le déclic. C'est à partir du moment où j'ai compris que le hasard pur était plus improbable que la volonté d'un créateur ou d'un être, c'est là que je me suis dit, il faut que je me penche sur la thèse plutôt du créateur, plutôt que du hasard pur. Je veux dire par rasoir d'Occam, mais c'est presque ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le rasoir d'Occam. Non. En gros, le rasoir d'Occam, je peux l'expliquer aussi pour les auditeurs aussi, c'est une manière de raisonner, c'est lorsque nous avons deux théories, deux thèses étudiées, deux thèses opposées, on accorde plus d'attention à la thèse la plus probable. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que la Terre est plate ? D'un côté, si on répond que la Terre est plate, on a tranché la question, mais ça soulève beaucoup plus de questions que si on la considère comme ronde. Parce que si la Terre est plate... c'est la pensée adoptée par... Voilà. Je ne vais pas dire l'idéologie dominante, parce que là, on rentre mais en tout cas par le français moyen, on va dire. Oui, c'est ça. Par exemple, la Terre plate, ça soulève la question, je ne sais pas, moi, par exemple, des satellites. Ça soulève la question, pourquoi on voit la courbure de la Terre quand on saute en parachute. Bref, ça soulève beaucoup plus de questions que ça en répond, alors que si on dit juste la Terre est ronde, bon, bah, ça répond à toutes les questions. Donc le rasoir d'Occam va vous dire, il faut plutôt pencher sur la Terre ronde. Donc de cette manière, avec le rasoir d'Occam, je suis plutôt penché effectivement sur la thèse du Dieu créateur. Donc par conséquent, je me suis converti au catholicisme. Je ne suis pas encore catholique techniquement parce que je ne suis pas encore baptisé, vu que je suis catéchumène, c'est-à-dire que je fais des cours, parce que j'ai tout rattrapé, hein, j'ai eu une éducation qui était athée. Parce que la question c'est pourquoi je me suis converti. Mais je trouve que la question pourquoi j'étais athée de base est tout aussi intéressante. J'étais athée de base parce que j'ai grandi dans une société qui a été victime quelque part d'une avancée scientifique trop importante, parce que mal expliquée, et donc le manque de recul sur la foi catholique a fait que beaucoup se sont détournés de Dieu. Parce qu'on oublie quand même, mais en quelques décennies, on a eu la découverte du Big Bang, on a eu la découverte de la théorie de l'évolution, on a eu la découverte de l'existence des dinosaures, et donc par extension, le fait que la Terre ait 4 milliards d'années et pas quelques milliers d'années. C'est ça, 2000 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. On a fait énormément... La théorie de la relativité, voilà, le Big Bang, j'ai déjà dit, mais effectivement, on a fait énormément de découvertes en très peu de temps. Et donc, si on n'a pas assez de... Parce que ces découvertes ne remettent pas du tout en cause le dogme catholique, hein, j'insiste vraiment là-dessus, on ne peut pas la remettre en cause. Ça ne remet pas en cause, pardon. Donc, si on n'a pas le recul suffisant de comprendre et de connaître ces dogmes, on se détourne de Dieu en se disant, non, finalement, la Bible, peut-être qu'elle se trompe, parce qu'on a découvert l'existence des dinosaures. C'est hors sujet, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de platistes. En fait, il y a des personnes qui sont tombées dans ce piège-là et qui disent, Néo Salva, encore une fois, Néo Salva, je l'apprécie, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais quand il explique qu'au Moyen-Âge, les personnes avaient raison de penser que la Terre était plate, il se trompe fondamentalement. C'est-à-dire que l'Occident savait dès le Moyen-Âge
que la Terre n'était pas plate. Voilà. Déjà, il faut regarder tout simplement les représentations de la Terre dès du 8 au 13e siècle. C'était la Terre qui était ronde, tout simplement. Et les scientifiques disaient de toute manière, scientifiques qui étaient catholiques, que la Terre était ronde. Ça n'a jamais posé débat. Et le débat de la Terre plate, c'est quelque chose de relativement récent, en fait. Pendant tout le Moyen-Âge, on ne posait pas la question, on pensait qu'elle était ronde, tout simplement. Donc beaucoup de fausseté, malheureusement, de confusion. En plus, on est quand même dans une période qui, à la fois progression scientifique, mais aussi progression du protestantisme et du modernisme, puis mondialisation, vous connaissez la chanson, industrialisation. Et du coup, forcément, on arrive dans une époque qui est athée. Je suis entouré, donc je grandis dans une famille qui est dans ce contexte-là. Je grandis avec des personnes qui sont aussi élevées dans ce contexte-là. Donc par conséquent, oui, par défaut, j'étais athée. J'étais athée parce que les générations précédentes n'ont pas réussi à faire coller leur dogme et la réalité scientifique qui pourtant matchent parfaitement. D'ailleurs, je parle de science pure, mais on peut même s'interroger sur l'archéologie. L'archéologie, c'est une science, je ne vais pas dire molle, ça se dit pas, mais ça reste quelque chose de relativement sérieux. Et quand la Bible sous-entend à plusieurs reprises que les Juifs de Nazareth sont beaucoup plus pieux que les Juifs de Jérusalem, ça se confirme par l'archéologie. Quand on découvre que les poteries de Nazareth ont été créées à Nazareth, alors que les poteries de Jérusalem viennent d'un peu partout, ça montre quelque chose. Les habitants de Nazareth étaient beaucoup plus soucieux sur le côté cachère de la création. Donc le côté fait sur place, etc., etc. Vous allez me dire, c'est un détail. Mais la Bible est censée être la vérité. Donc s'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans la Bible, ça remet tout en cause. En l'occurrence, c'est pas faux. En l'occurrence. Oui. C'est le document le plus vérifié et le plus sourcé de l'Antiquité, la Bible. Donc par conséquent, j'ai choisi de convertir au catholicisme. Beaucoup, c'est un schéma qu'on voit souvent, la science a tendance à fortifier cette foi. Parce que justement, c'est pas par vanité, parce que on m'a déjà posé la question de pourquoi tu t'intéresses maintenant à des livres qui parlent de Dieu et de la science, alors qu'avant tu ne t'intéressais pas du tout à ça. En fait, la raison elle est très simple. C'est pas parce qu'on doute de notre foi et qu'on cherche à avoir raison, c'est pas la question. C'est juste que quand on aime quelque chose, on essaie de s'y intéresser. Quand on aime quelqu'un, on va s'intéresser à cette personne, savoir ses goûts, savoir ce qu'elle pense, savoir quel est son fonctionnement psychique. Et pour Dieu, moi, personnellement, ça a été pareil. Quand j'ai compris que Dieu existait et qu'il m'aimait, moi aussi, j'ai cherché à l'aimer, et en cherchant à l'aimer, j'ai cherché à essayer de comprendre sa création, à essayer de comprendre ce qu'il a fait. Et donc, ce qu'il a fait, ça passe bien évidemment par plein de choses, dont la science. Donc, c'est pour cela que beaucoup de nouveaux croyants, ont tendance à s'intéresser énormément à la science juste après leur conversion. Oui, vous avez vu là-dedans une complémentarité, alors que la plupart des gens voient une opposition, voire même une dichotomie, quoi, en fait. J'avais lu le livre Dieu et la science de Jean-Yves Bolloré, le frère de Vincent Bolloré. Et globalement, il explique que c'est effectivement ces 150 dernières années, la science avait tendance, comme je vous l'ai dit, à s'opposer à Dieu. Et depuis quelque temps, on se rend compte qu'en réalité, la science devient un allié de Dieu. Parce que déjà, la science s'approfondit, donc c'est-à-dire que le carbone 14 est remplacé par le rayon X, c'est-à-dire que nos découvertes, comme avec l'archéologie, c'est une découverte relativement récente, ça va dans ce sens. Donc plus on approfondit la science, plus on se rend compte en réalité que Dieu est potentiellement existant. On peut imaginer l'infini futur, on ne peut pas provenir de l'infini. Donc ça paraît bête, mais c'est la thermodynamique. La thermodynamique, on appelle ça, c'est-à-dire la fin de l'univers, ça remet en cause toutes les croyances cosmologistes de la seconde moitié du XXe siècle. Et si vous voulez, comment ils ont réagi à ça? Les matérialistes se sont imaginés des choses encore beaucoup plus farfelues que simplement un Dieu créateur, c'est-à-dire des multivers, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des univers parallèles qui se créent en permanence. C'est basé sur rien, c'est basé sur le simple fait que c'est plus facile pour eux d'admettre qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'univers non observables et qu'il n'y a que le nôtre qui soit correct, et que tous les autres sont chaotiques, que simplement l'idée d'un Dieu créateur. C'est dire à quel point le schéma de protection, parce que c'est une protection, comment je pourrais dire, psychique d'imaginer ça, c'est dire à quel point on rentre dans un délire où admettre l'existence de Dieu dans notre contexte d'aujourd'hui devient très compliqué. Mais bon, pour moi c'est une fierté, et effectivement ça n'a absolument rien à voir avec mon engagement politique pour le coup. Et donc là, actuellement, vous en êtes où, sans dévoiler forcément des choses intimes de votre vie privée, mais vous en êtes où concrètement? Comment ça se passe? J'imagine que vous n'êtes pas allé vous adresser à la paroisse du coin, vous avez savamment étudié. C'est vrai que c'est une question compliquée dans la mesure où il y a beaucoup de choses à raconter, mais je vais essayer d'être très synthétique parce que le but c'est quand même de parler plutôt de mon... Voilà, c'est pas forcément d'assommer les gens, mais globalement, je quitte le milieu athée, qui est un milieu assez chaotique finalement, un milieu où le sens de la famille est abandonné, le sens où l'amour de Dieu n'existe plus, où quand on fait des choses, ce n'est plus pour Dieu mais pour soi. Je sais pas, par exemple, les hôpitaux, les écoles, tout ce que vous voulez, tout ça s'effondre. Et ça s'effondre parce qu'on ne le fait plus pour Dieu.
Vous avez remarqué ça? Hmm. L'hôpital marchait très bien quand on le faisait pour Dieu. Les écoles aussi, l'armée aussi. Maintenant, tout s'effondre. Donc, je pensais quitter un milieu chaotique pour rejoindre un milieu harmonieux. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les catholiques sont divisés en plusieurs branches, et très globalement, moi j'ai rejoint, je sais pas si je peux donner le nom de l'institut, je pense pas qu'ils auront de problème, mais globalement j'ai rejoint les tradis conciliaires. Donc c'est-à-dire des personnes qui font la messe en latin, qui sont très rigoureux sur les dogmes et qui aiment étudier les dogmes, mais qui sont reconnus par le Vatican, et les sacrements aussi sont reconnus par le Vatican. Et pourquoi je parle de chaos? C'est parce que en réalité je rejoins un mouvement catholique qui, je le sais, peut avoir des problèmes avec le Vatican à l'avenir, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs pays, comme le Mexique par exemple, qui n'ont pas le droit de pratiquer la messe en latin. Vous voyez, dans mon, comment on appelle ça, dans mon diocèse, les sacrements latins sont interdits aussi, vous voyez. Donc, faut se battre. Voilà, faut se battre. Et du coup, j'ai rejoint quelque chose d'assez tradit, enfin un mouvement plutôt tradit, et je suis pas encore baptisé, mais c'est pour bientôt. Alors l'agenda, qu'est-ce qu'il dit l'agenda d'Alexandre Inger à ce propos? A priori, ce serait début été, début juillet. A priori. D'accord. Ça pourrait être avant, ça pourrait être après. Enfin, en gros, c'est une fourchette. C'est une fourchette. Dites-moi, le fait d'être mal vu par le Vatican, Oui. N'est-ce pas au jour d'aujourd'hui une décoration en quelque sorte? Je sais pas. C'est-à-dire que moi, je suis trop nouveau pour me prononcer un peu là-dessus. Tout ce que je remarque, c'est que j'aime beaucoup la cohérence et la justesse. Et je constate, moi, je suis quelqu'un de très simple. Si on n'a pas les mêmes dogmes, on n'est pas de la même religion. C'est très simple. Le fait qu'on soit de la même religion, c'est le fait qu'on ait les mêmes dogmes. Si le moderniste me dit que sa pensée profonde équivaut à la Bible, si un moderniste me dit qu'il y a des erreurs dans la Bible, si un moderniste me dit que Adam et Ève ne sont pas nos premiers parents biologiques, on n'est pas de la même religion. C'est pas très catholique dans le sens universel du terme, parce que catholique veut dire universel en grec, hein, je rappelle, mais c'est quelque chose qui me paraît cohérent. C'est pour ça qu'il est super important de connaître son dogme, en fait. Connaître son dogme, l'étudier, tester sa cohérence, ne pas croire en tous les dogmes d'un coup, je peux tout à fait comprendre, surtout qu'il y a des mystères qui sont très compliqués à assimiler. La Trinité, l'incarnation, etc. Ça, je comprends tout à fait. Mais à partir du moment où on est opposé à ses propres dogmes, c'est quand même compliqué d'avoir une unification. Et force est de constater que le Vatican, pour répondre à votre question, est très, très taché par le moderniste, à mon avis. Je crois que c'était Saint Pie X qui avait écrit dans une encyclique que le modernisme était la somme de toutes les hérésies. Voilà. On est en train de vérifier 100 ans après, enfin un peu plus de 100 ans après, qu'il n'avait pas forcément tort, bien au contraire, n'est-ce pas? Ça je pense qu'on peut pas dire le contraire. Mais en tout cas, moi je suis quand même... Vous savez, il est très facile de soutenir Jésus quand il est glorieux. Vous voyez, quand Jésus a ressuscité, il était très facile de le suivre. On a vu qu'il a ressuscité. Là, on ne peut pas douter à ce moment-là. On le voit dans sa grande gloire, et il réalise des miracles, on le suit. Quand Jésus est sur la croix en train de mourir, c'est beaucoup plus difficile de le soutenir à ce moment-là. Et fortiori avant, quand vous pouvez se faire tuer également. Donc, l'Église, pour moi, c'est un peu pareil. C'est pas parce que l'Église va mal qu'il ne faut pas la soutenir. C'est facile de soutenir l'Église au Moyen-Âge quand elle est glorieuse. C'est un peu moins facile de la soutenir quand elle est comment je pourrais dire, imprégnée par l'hérésie, effectivement. Mais rappelez-vous que les 3 premiers siècles, c'était l'arianisme qui dominait. L'arianisme a fini par disparaître. Donc j'ai bon espoir que le modernisme disparaîtra avec la génération. De toute façon, moi je le vois, quand je vais dans une église moderniste, c'est que des, excusez-moi du terme, des boomers. C'est que des personnes assez âgées. Et quand je vais dans une église tradie, c'est que des jeunes. Donc normalement, j'ai bon espoir, en tout cas en France, que la transition se fasse naturellement, avec l'âge. Ne pressons pas les choses. Espérons. Alors, en parlant de religion, il y a une autre religion qui actuellement sévit en France. Si elle ne l'a pas encore fait, elle est sur le point de supplanter notre religion catholique. Et je pense que malheureusement, en termes de pratique pure et dure, elle l'a déjà fait. C'est la religion islamique, l'islam. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais alors depuis que vous êtes profondément croyant, religieux, catholique, du moins dans votre cœur, plus que dans les papiers, est-ce que ça vous a ouvert un petit peu l'esprit, et est-ce que vous êtes un petit peu plus tolérant envers l'islam, ou alors au contraire? Non, la réponse est non, je ne suis pas plus tolérant vers l'islam, parce que je rappelle que j'avais fait une émission avec Epona qui a été enlevée entre-temps, où j'avais parlé quasiment que d'islam pendant 1 heure.
J'avais parlé des différents types d'islam, j'avais dit pourquoi c'était incompatible avec la culture européenne, avec le génie européen, etc. etc. Ça, j'en suis toujours convaincu, j'étais athée à cette époque, je précise. Et ça n'a pas changé du tout. Et croire en Dieu, c'est très bien. Croire en une miséricorde, c'est très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Mais l'islam n'a rien à voir avec le christianisme. Beaucoup pensent que l'islam, c'est le christianisme des Arabes. Vous voyez, c'est genre Jésus, c'est l'équivalent de Mohammed. La Bible, c'est l'équivalent de Coran. Alors que ça n'a aucun rapport. Les hadiths, c'est l'équivalent des conciles. Non, non, ce sont deux religions qui ont des fonctionnements totalement différents. Excusez-moi, l'un est une orthodoxie, l'autre est une orthopraxie. Et subséquemment, on ne peut décemment pas les mettre sur le même dominateur. C'est pas parce qu'il y a un Dieu unique que ça y est, c'est la fête, c'est la même religion, que les deux peuvent s'entendre, que c'est vivre ensemble. Non, non, rien à voir. Déjà, ça me rappelle un peu Éric Zemmour. Éric Zemmour, il disait, qui est la troisième religion monothéiste pour le coup, comme ça fait ça complète. La totale. Il disait qu'il ne croit pas vraiment en Dieu, il est plutôt agnostique. Pourtant, c'est un juif très pratiquant. Vous voyez ? Et l'islam, c'est ça, surtout en France. L'islam, la croyance en Dieu, quelque part, elle est assez, je ne veux pas dire qu'elle est secondaire, parce qu'elle reste assez centrale, vu qu'il y a la shahada, mais c'est très communautaire, tribal, culturel, et cette culture se nourrit d'une détestation de tout ce qui n'est pas musulman. C'est Ernest Renan qui disait en 1880, dans sa conférence L'islamisme et la science, que quand un blanc, par exemple, se convertit à l'islam, toute son identité, toute sa race, toute sa culture disparaît au profit d'une entité qui est plus grande, qui s'appelle l'islam. Parce que rien de ce qui n'est pas musulman peut exister dans le monde musulman. C'est une profonde intolérance pour tout ce qui n'est pas musulman. Donc, par conséquent, moi qui suis maintenant catholique, du moins catéchumène, puisque je suis désireux du baptême, ça ne me rend pas moins en danger vis-à-vis des musulmans d'être croyant que d'être athée. À partir du moment où je ne suis pas musulman, ou je ne suis pas soumis à l'islam, pas un dhimmi, je reste tout aussi vulnérable. L'islam reste la même menace. Et quand je parle de menace, je ne parle pas que de menace physique, mais également intellectuelle et culturelle. Vous savez que la plupart des musulmans pensent que déjà Jésus est musulman. Déjà. Alors que leur Issa, il n'a rien à voir avec le Jésus. Mais même sans ça, comment on peut être musulman avant la création de l'islam ? D'un point de vue chronologique, déjà, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est comme les pyramides. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, c'est comme les pyramides avec l'électricité. Enfin, Afrique subsaharienne. Avec l'électricité en haut, parce que c'était l'or est conducteur. C'était Maître Gims qui avait dit ça. Tout à fait. Donc il y a une anachronie énorme. Et aussi, le deuxième point qui me paraît quand même assez essentiel, c'est qu'ils considèrent que les musulmans se considèrent plus chrétiens que les chrétiens. Parce que dans leur optique, étant donné qu'ils mettent Issa, donc Jésus, sur un gros piédestal, ils se considèrent plus chrétiens parce qu'ils ne confondent pas, selon eux, Jésus et Dieu. Le système de Trinité, je suis d'accord, c'est quelque chose de compliqué, mais un musulman pense qu'on est polythéiste. Il pense qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que non, c'est trois personnes, c'est Dieu en trois personnes, c'est Dieu en trois dimensions, on dirait même. Si ça permet de visualiser plus facilement. Donc l'islam ne peut pas comprendre le christianisme, et pour cause, le christianisme et le catholicisme, donc la vérité révélée, est d'une complexité bien plus importante que l'islam. L'islam est rien de compliqué, hein. Tout est millimétré, j'allais dire au poil de cul, mais vraiment, dans le sens, c'est-à-dire que il y a une fiqh, c'est une jurisprudence, et il y a une décision, donc une fatwa, sur le rasage des poils pubiens. Ah. C'est-à-dire les jours où on a le droit de se raser les poils pubiens, vous voyez ? Ça, je ne savais pas. Quand je vous dis que tout est millimétré, tout est millimétré. Oui, là, c'est le cas de le dire. Hein. Ah oui, tout est millimétré. Vous ne sais pas friand de jeux de mots, mais effectivement, là, c'est le cas de le dire. Donc quand vous rejoignez une jurisprudence, il y en a 4 dans le sunnisme, 5 si on compte l'ibadisme, mais bon, ça compte pas vraiment, vous n'avez aucune question à vous poser, tout vous est dicté, absolument. Donc vous n'avez pas besoin d'étudier plus que ça. Et les hadiths qui sont très souvent négligés, c'est le pire, vous savez, on critique souvent par exemple l'islam par rapport à Aïcha qui avait 6 ans au moment du mariage, 9 ans au moment de la consommation, etc. Tout ça, ça se trouve dans les hadiths, hein, ça se trouve pas du tout dans le Coran. Les gens ont tendance à confondre les deux, mais les hadiths et le Coran c'est très différent. Mais en tout cas, les deux font partie de la sunna, donc c'est quelque chose qui est canonique chez eux, on va dire. Et on ne peut pas négliger, si vous voulez, toute cette culture, tous les hadiths, toutes les jurisprudences, toutes les fatwas, etc., sous prétexte qu'ils croient en Dieu. C'est pas suffisant, si vous voulez, pour les considérer comme bienveillants envers nous.
Et ce n'est pas suffisant non plus pour que nous baissions notre vigilance et que nous faisions preuve d'imprudence en les accueillant par millions et par millions et par millions. Non, ça pas du tout. Le fait que je sois devenu croyant me rend pas plus empathique pour autant. Donc non, moi je suis très content pour eux qu'ils soient croyants quelque part. Parce que être croyant, c'est une allégresse immense. Hein. C'est-à-dire que quand on se sent aimé par le Créateur, c'est vraiment une autre vision de la vie, j'ai envie de vous dire. Mais qu'ils le fassent chez eux, par contre. Qu'ils le fassent chez eux. D'ailleurs, les musulmans de chez eux considèrent pas du tout les musulmans en Europe comme des musulmans. Parce que justement, tout ce que je viens de vous citer sur la fatwa, la fiqh, etc., la plupart des musulmans ne le savent pas. Hein. J'ai discuté avec un musulman en France, vous lui demandez s'il a lu le Coran. Très généralement, sa réponse c'est « Oui, j'ai lu le Coran en arabe ». La question suivante que vous lui posez, c'est « Est-ce que vous savez parler l'arabe ?» Il va vous dire non. Donc vous avez lu... Il a mieux fait de pas le lire du tout, hein, il a gagné du temps. C'est ça. Donc, et du coup, on lui pose la question, bah, vous lisez, je comprends pas, vous avez lu un livre sans parler la langue? Oui. C'est Dieu qui me guide. Ah, ok. Du coup, je vais peut-être me mettre à l'allemand, moi. C'est comme si je disais la Bible en latin sans parler latin. Ouais. Non, ça n'a aucun sens. Ouais. Même s'il ne faut pas comparer la Bible et le Coran, ça je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Et ni le latin et l'arabe. Ah bah oui, ça je ne le fais pas dire. Oui, tout Il se lit de la droite vers la gauche. D'ailleurs, le Coran, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier, en termes de chronologie, premier livre qu'on trouve en arabe. On ne trouve aucun livre en arabe avant le Coran. C'est quand même fou. Ah non, c'était l'an 0, quoi. Pourtant, oui, le calendrier, j'ai rien. Pour autant, eux aussi se targuent d'avoir une culture extraordinaire, hein, une civilisation exceptionnelle. Ça, j'en ai plutôt parlé dans mon premier entretien qui n'est plus disponible, mais globalement, la dynastie des Abbassides, surtout, a bénéficié de tout le savoir et de la bibliothèque byzantine. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est ça. Eux, ils avaient accès, toute la philosophie grecque, etc., ils avaient accès. Et nous, Européens, pour le coup, on y avait accès avec une traduction bancale qui venait souvent d'Espagne. Et globalement, on n'avait pas vraiment la pensée des auteurs avant une certaine époque. Donc oui, à cette époque, on pourrait dire relativement que le peuple arabe était peut-être plus civilisé que le nôtre, mais c'est quand même à garder en tête tout ce qui était tâches juridiques, administratives, bref, tout ce qui était régalien, globalement, était géré. C'était géré par soit des juifs, soit des chrétiens, soit des païens. Les musulmans ne géraient pas du tout le système régalien de la dynastie des Abbassides. De toute façon, je pense qu'entre-temps, on a largement comblé notre hypothétique retard. Ah, mais l'islam n'a pas évolué depuis le XIVe siècle. Hein. Vous demandez à n'importe quel musulman, cite-moi un inventeur ou un grand penseur après le XIVe siècle. Rien. Il n'y a pas eu un seul. C'est quand même c'est fou. Non, je suis en train de chercher. Moi, je peux vous citer Al-Jaïs, mais Al-Jaïs, c'est pareil, c'est le XIe siècle. Avec Bagdad. Après le XIVe siècle, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Ouais, c'était bien comme ça. Ribéry. C'est ça. Libéré de la quoi, il est pas science et de la là, c'est vrai que on a parlé un petit peu de votre passé, parce que c'est bien de savoir tout ce qui est fondateur pour votre engagement. Bien sûr. Votre engagement actuel, autant politique que religieux, on n'a pas beaucoup de religion. Oui, j'étais un peu bavard. Un peu bavard. Au moins, ça sort peut-être des sentiers battus habituels, et je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs, notamment les plus fervents catholiques. Concernant l'avenir, comment le voyez-vous? Alors, ça peut être l'avenir, votre avenir à vous, l'avenir du Parti de la France, l'avenir de la France, sachant quand même qu'en 2027, on va avoir des élections qui vont quand même pas être triste. Alors attention, moi je supporte pas le vieux cliché. Souvent, alors Thomas Joly ne fait jamais, hein, ne tombe jamais dans ce travers, mais beaucoup de politiciens. Attention, là c'est la dernière élection, on peut faire ça parce qu'après ce sera trop tard. Alors ça veut dire qu'en gros, si on perd l'élection, la France va prendre feu et c'est fini. Début de l'apocalypse. On déchire les cartes d'électeurs, on part tous en Russie ou en Israël ou en Islande, je ne sais où. Voilà, c'est pas ça mon propos, mais on va quand même avoir des élections qui risquent d'être assez musclées, où pour la première fois, les deux extrêmes, alors l'extrême droite selon BFM TV, le centre mou pour nous, et l'extrême gauche vraiment la plus violente qu'on ait eue de l'histoire de France, pourrait se retrouver au port du pouvoir. Comment vous envisagez le futur proche et notamment les élections de 2027, cette fameuse présidentielle qui aura peut-être lieu avant d'ailleurs, hein. Moi je n'y crois pas, mais sait-on jamais.
Il y a même des personnes qui diront qu'elle n'aura pas lieu parce que Macron déclarerait une guerre au dernier moment pour rester président. Ah, comme Zelensky. On peut dire ça comme ça. Ou peut-être qu'entre-temps, d'un autre côté, il aura peut-être un entretien d'embauche avec quelqu'un de la banque Rothschild et il plaquera tout. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, comment voyez-vous, en partant Oui. On va partir du scénario le plus classique que les élections en 2027. Comment les anticipez-vous? Comment les voyez-vous? Même si je sais, notamment notre président Thomas Joly, il n'aime pas trop la politique fiction. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien moi, la fiction. Moi aussi, j'adore ça. Donc Thomas Joly n'est pas là, donc on va se permettre de faire un peu de politique fiction. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on est d'accord sur les grandes lignes pour la France. Quand je suis pas d'accord, je n'hésite pas à le dire. Dans les forums du Parti de la France, très souvent, je dis je ne suis pas d'accord avec telle doctrine parce que nanana, mais ce n'est pas un point bloquant, donc c'est pas grave. Oui, voilà. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Largement. Il n'y a pas photo. Oui, non, 2027. C'est assez drôle parce que je suis optimiste sur le long terme, mais assez pessimiste sur le court terme. Et en l'occurrence, c'est une question plutôt sur le court terme. Donc je vais répondre à votre question sans bifurquer. Mais globalement, une victoire du Rassemblement national serait pour moi paradoxalement une catastrophe. Ouais. Je retourne les choses dans tous les sens et pour moi ça peut ne pas en être autrement. Après c'est parce que peut-être je n'ai pas assez confiance au peuple. Mais globalement je vais expliquer ma pensée. D'ailleurs c'est une pensée que j'ai partagée à Jonathan Sturel et il n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc vous voyez, c'est pas une pensée qui fait l'unanimité. En gros, mettons que Marine Le Pen gagne en 2027. Marine Le Pen va appliquer son programme. Si Marine Le Pen gagne, c'est que le peuple veut du changement, un changement radical, un changement en profondeur. Comme en Italie avec Meloni, par exemple. Que la vie des Français, change radicalement, mais au mieux. Sauf que Marine Le Pen, c'est pas un jeu qu'elle fait, elle est sincèrement pas très à droite. Et donc elle va appliquer son programme de manière très sincère, donc pas de remigration, immigration limitée mais toujours existante, et globalement, économiquement, etc., c'est assez secondaire, mais les gens, ils votent RN pour l'immigration, ils votent pas RN. Pour le programme économique. Pour la retraite à 60 ans, peut-être, éventuellement, mais c'est pas la raison première. C'est vraiment les personnes qui veulent voir surtout la retraite à 60 ans, ils vont voter Mélenchon, ils vont pas voter Marine. Donc, globalement, voilà. Ils veulent un changement radical au niveau de la démographie, de l'ethnie, de la sécurité, de l'identité. Ok. Marine Le Pen passe au pouvoir. Pendant 5 ans, elle applique son programme, parce que moi je la pense sincère. Donc elle va appliquer son programme avec honnêteté. Sauf que son programme ne va causer aucun changement dans la vie des Français, parce que beaucoup trop mou. Donc les Français, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Parce que les Français, je ne suis pas convaincu que les Français soient fondamentalement idéologues. Je pense que s'ils votent un Rassemblement national, c'est parce qu'ils veulent du changement. Ils sont pragmatiques. Voilà. Donc s'ils veulent du changement, qu'ils votent Marine et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de changement, ils vont voter quoi en 2032? De mon point de vue, voter extrême gauche. Parce qu'on aura beau leur expliquer, Reconquête, Parti de la France, etc., on aura beau leur expliquer au peuple que nous ne sommes pas le Rassemblement national, ça va être compliqué pour eux, dans leur tête, de ne pas faire l'amalgame. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que, honnêtement, la connaissance politique, ça demande du temps. C'est comme la fameuse phrase, excusez-moi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais connaître la loi, c'est un métier. Ne pas connaître la politique, ça me paraît tout à fait normal, parce que pour connaître la politique, il faut s'y investir à fond quand même, il faut s'y investir énormément, plusieurs heures par semaine, c'est le minimum. C'est pour ça que la plupart des gens pensent il y a des gens qui pensent que Zemmour et Bardella sont dans le même parti. Hein, vous voyez, ça j'en ai tous les jours. Hein. J'ai même des personnes c'est plutôt Thomas Joly. Mais Thomas Joly et moi, on reçoit des messages, sur Facebook notamment, on nous dit bravo pour ce que vous faites pour le Rassemblement national. Hein. Donc, vous voyez, on en est là. Hein, donc si vous voulez, ça va être très compliqué de leur faire comprendre que la vraie droite, ce n'est pas le Rassemblement national. Donc logiquement, pour moi, une victoire en 2027 de Marine Le Pen, c'est la garantie d'avoir une victoire de l'extrême gauche en 2032, et là ce ne sera pas la même mayonnaise, parce que là effectivement il y aura des changements. Alors d'ailleurs pour ça, je trouve qu'il y a un extraordinaire laboratoire actuellement pour nous, français, c'est l'Italie. Ce que vous êtes en train de décrire est en train de se réaliser malheureusement avec Meloni, qui en plus a été élue sur un programme bien plus radical, notamment sur le sociétal, que Marine Le Pen, et au bout de 2 ans, on se rend compte que c'est l'immobilisme, et je pense que c'est ce qui va se passer dans 3 ans. Son électorat va se démobiliser, et par défaut, avec pléthore d'abstentionnistes, c'est la gauche qui va gagner. Alors, heureusement,
ce Ouais. seront des gens de centre-gauche. Hein. Oui, Il n'y a pas de c'est pas Mélenchon comme en nous, quoi. Italie, ou alors ils se réunissent en cabine téléphonique, hein, en congrès. Mais d'un autre côté, Alexandre, Mhm. ne pensez-vous pas que le fait que Marine Le Pen au pouvoir se décrédibilise tellement que ça nous ouvre, vu que maintenant Éric Zemmour est J'espère. un petit peu en phase Le descendante, parti à est-ce l'agonie. que vous ne pensez pas que ça pourrait nous ouvrir vraiment les portes du pouvoir? Ou en tout cas ouvrir Si, les yeux des Français qui oui. se diraient que le Rassemblement national, alors ça fera 12 ans en 2027, Mhm. depuis 12 ans est un parti d'imposteurs, hein, depuis que Jean-Marie Le Pen a été exclu. Certains diraient même depuis l'arrivée de Marine Le Pen. Moi, Hmm. je pense qu'au début, elle avait quand même une posture quand même assez proche de son père. Elle n'a pas voulu couper radicalement. Mais ensuite, avec l'influence néfaste de Philippot, Mhm. voilà, depuis 12 ans, c'est une imposture. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ouvrirait les yeux et qui viendrait vers un parti, on en parlait notamment au début avec la candidature de Pierre-Nicolas Mhm. Nux en Lorraine, est-ce que justement ça n'ouvrirait pas, ça ne nous enfin, ça ne conduirait pas tous ces braves gens, hein, qui votent RN en toute bonne foi vers justement une droite nationale décomplexée telle que la nôtre? Si, mais ça dépend de nous. C'est-à-dire que ça se fera pas naturellement. Pourquoi on a fait 10% avec Pierre-Nicolas Nups? Parce que, je vais pas dire qu'on leur a forcé la main, mais on a martelé la communication. Affiches, on est présent sur tous les médias locaux, les radios, les journaux, présent dans toutes les mairies, discuter avec les gens, les marchés, etc. C'est en martelant cette communication que les personnes ont compris la différence. On l'a fait à l'échelle d'une circonscription. Maintenant, il faut le faire à l'échelle de la France. Donc moi, je pense que c'est possible, mais ça ne se fera pas passivement. C'est pas naturellement que les personnes vont comprendre que oui, Marine Le Pen et le Parti de la France, c'est deux partis différents. C'est à nous de l'expliquer. Et, et pourquoi je dis marteler? La publicité l'a très bien compris. Pour qu'un message soit assimilé, il doit être spammé en anglais, martelé en français. Et il faut absolument le répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est pour ça que les pubs, que ce soit télévisuelles ou radiophoniques, elles sont répétées en permanence. La politique, c'est pareil. Vous savez, dans une entreprise, c'est pas forcément le plus compétent qui obtient la promotion. C'est pas le plus compétent, c'est celui qui communique le mieux sur son travail. Parce que si vous faites du très bon travail mais que personne ne le voit, c'est pas vous qui serez favori pour avoir une promotion. Et bah, pour moi, cette comparaison est bonne dans la mesure où oui, on existe, oui, on est différent du RN, mais si personne sait qu'on est différent du RN, ça n'apporte rien. Donc c'est notre rôle. Donc on le Se faire fait en connaître. permanence. On le fait en permanence. Mais quand le RN effectivement aura le pouvoir, mais quand le peuple sera mécontent du mandat faiblard de Marine Le Pen, ce sera là à nous effectivement de marteler, regardez, nous sommes ce que vous vouliez en votant en 2027. Voilà. Si Louis Alliot ne lui demande pas de nous dissoudre, évidemment. Ah oui, oui, il ira jouer quelque part. Il ira jouer à Perpignan. Après, cela dit, de ce que j'ai entendu, c'est un bon maire. Je ne sais pas ce qu'il Oui, va, mais... parce que tant que c'est de la gestion, parce que évidemment ils ont un pouvoir qui reste quand même limité. Bien sûr, Donc quand c'est l'administration, c'est de la mairie. d'ailleurs il n'y a qu'à voir avec quelle facilité tous ces maires sortants RN sont réélus dès le premier tour, hein. Bien sûr, Donc mais ça ne date bien pas sûr. du RN, hein, déjà à Oui, l'époque, même si malheureusement c'était un dissident maigretiste. Mais Bompard à Orange et Simon Pierry à Marignane, bien sûr. c'était alors, c'était pas un maigretiste, un Bompard, mais je parle de Simon Pierry à Oui, Simon Marignane, Pierry. et il était régulièrement réélu dès le premier tour, preuve Oui, d'une excellente gestion. tout à fait. Après, le problème, c'est qu'au niveau national et international, il faut peut-être un petit peu, passez-moi l'expression, C'est pas le même mais de pouvoir. burne un peu Hmm, pour tenir tête c'est pas la au même Conseil chose. constitutionnel, à la CGT La et aux Commission européenne. instances. Voilà. La Commission européenne, il faudra avoir beaucoup de burnes, hein, parce que c'est... on a tendance à minimiser. C'est-à-dire que le Parti de la France, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour moi important, parce que je vois tous les commentaires, comme je le disais, et beaucoup de personnes pensent qu'on est soumis à l'Union européenne. C'est faux, hein, Thomas Joly le dit très bien. Quand il sera au pouvoir, il mettra ses boules velues sur le front d'Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on martèle pas le Frexit à tout va que l'on minimise l'influence néfaste de l'Union européenne aujourd'hui. Telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est aujourd'hui, excusez-moi, je peut-être une faute de français. Non. Ah oui, j'ai cru. Donc par conséquent, il faut pas. C'est le juste milieu, vous en parliez tout à l'heure, j'en parlais aussi avec le complotisme. Faut pas nous voir comme des européistes convaincus, il faut pas nous voir non plus comme des souverainistes fermés aux autres nations européennes. Non, il faut pas minimiser la menace de l'Union européenne. Voilà.
Très bien. Bah, On finit sur une note négative, mais bon. Oui, mais C'est pas grave. au moins réaliste. Réaliste. Oui. Et de toute façon, moi, j'ai toujours pensé que le rôle du parti politique n'était pas d'emboîter le pas des gens Mhm. sur tel ou tel sondage. Par exemple, je donne un exemple, par exemple, l'avortement qui fait peut-être 1% dans les sondages. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Bien sûr. Mais justement, d'éclairer ses concitoyens. Et en cela, bah, je pense, Alexandre, que vous avez du pain sur la planche, mais Oui. en tout cas, vous ne manquez pas d'idées ni j'espère de moyens. Mhm. Et voilà, j'étais très heureux de vous accueillir aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour que vous puissiez développer tout cela. Bah, j'ai été heureux d'être interrogé bah, dans ma propre émission, mais dans la vôtre aujourd'hui en tout cas. Donc je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Ça a été un plaisir de parler à la caméra. J'ai parlé peut-être un peu trop, mais voilà, ce sera ma seule interview avant longtemps. Donc j'en profite pour un peu tout déballer. J'espère que la découverte un peu des pensées du présentateur ne va pas vous freiner d'écouter les futures émissions. Vous savez que je resterai toujours, je vais pas dire neutre, mais objectif quand je pose les questions. J'essaye de distinguer le présentateur de l'idéologue, donc j'essaie de le faire au mieux. Et j'ai été ravi cette fois-ci de ne pas être le présentateur, mais d'être la personne qui exprime ses opinions en toute transparence, parce que c'est important. Je vous laisse conclure. Eh bien, pour moi, c'était une expérience inédite. Voilà, donc je m'attends déjà à une cascade de messages. Reviens quand, Epona, hein, que vous subissez À tous avec les jours, une à tous les jours. patience digne d'un intégriste bouddhiste, cher Alexandre, depuis plus d'un an. Ah, je comprends qu'elle vous Euh, manque, elle me manque aussi, hein, vous Oui, inquiétez non, pas. non, de toute façon, elle a laissé de très bons souvenirs au Parti de la France et c'est quelqu'un avec qui nous sommes restés en très très bons termes et que Mhm. nous saluons. Voilà, donc ça a été. N'hésitez pas à envoyer vos messages en me comparant à Claire. Alors, trêve de plaisanterie, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette émission. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube du Parti de la France et accessoirement, si les fins de mois ne sont pas trop dures, à glisser un petit don au Parti de la France qui, vous le savez, comme disait le regretté Roger Olindre, ne dispose pas des grands trusts internationaux comme les partis de la bande des quatre. Voilà, au revoir à tous. Très belle conclusion. Merci.